Donc, je tenais à vous remercier, Yvonne, la délégation des femmes, pour l'organisation de ce colloque et cette invitation. Et comme vous l'avez souligné, ça n'est pas la première fois. Il y a un engagement très fort et je vous en remercie. Ça me touche beaucoup. Vous avez mentionné Pramila Patten, la représentante spéciale pour les violences sexuelles liées au conflit aux Nations Unies, avec qui j'ai échangé hier et je lui ai parlé de ce colloque et je vous transmets ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit c'est extrêmement important que les représentations nationales organisent des événements autour de ce sujet, qui sont des questions essentielles, mais aussi pour des raisons de pédagogie et de faire en sorte qu'on comprenne bien effectivement de quoi on parle. Donc je voulais vous transmettre ce message. Donc c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, en mon nom personnel, évidemment, mais aussi au nom de mon ONG, We Are Not Weapons of War. Nous ne sommes pas des armes de guerre, qui est une ONG française. C'est important de le rappeler, qui a été créée il y a 10 ans et qui est dédiée particulièrement à la question des violences sexuelles liées au conflit. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit parce que vous avez tout dit. Mais si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est bien sûr pour rappeler une réalité fondamentale. Les violences sexuelles sont une arme de guerre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à comprendre et à conceptualiser, parce que c'est en faisant cela qu'on arrivera à y répondre de la manière la plus efficace. Je dis souvent, au même titre qu'un drone, qu'une Kalachnikov, le viol est un choix d'arme dans le cadre d'un conflit en vue d'annihiler son ennemi. C'est aussi simple que ça, et c'est comme ça qu'il faut le regarder. C'est toujours une arme choisie dans les conflits, dans les crises, sur les routes migratoires aussi, dont on oublie souvent de parler, mais à plus de 90% des personnes qui empruntent les routes migratoires sont victimes de violences sexuelles systématiques. Ce ne sont donc pas des actes isolés, ce sont bien des stratégies délibérées. Elles sont organisées, planifiées et parfois même ordonnées. À ce titre, elles doivent être nommées, comprises, combattues et jugées comme telles et qualifiées comme telles, effectivement. D'abord, les violences sexuelles ne sont pas l'expression d'un assouvissement ou d'une pulsion sexuelle. Et j'appuie sur ce point parce qu'il y a quelques semaines, en décembre, il y a eu un procès très important en France qui concerne quelqu'un qui s'appelle Roger Lumumba, qui est un chef de milice et homme politique congolais, qui a été poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité et dans le cadre duquel l'acte d'accusation incluait des viols et des violences sexuelles. La France a poursuivi cette personne, il a été condamné. Et j'ai témoigné dans ce procès et j'ai dû réexpliquer au président de la cour d'assises et au jury qu'effectivement, ça n'est pas une pulsion sexuelle. Et j'ai eu des questions du jury sur ça. Et donc, je pense que c'est important de le rappeler, le viol, qu'il soit dans les conflits ou d'ailleurs au niveau en temps de paix, n'importe où, en bas de chez vous, à Paris, c'est une prise de pouvoir sur l'autre. Ça n'a rien à voir avec une pulsion sexuelle. Il faut qu'on arrête de regarder ces actes-là de cette manière-là. Dans les conflits, ces violences sexuelles sont réalisées avec extrême violence. Aujourd'hui, nous allons parler du Soudan et de l'Ukraine. Je travaille dans ces deux pays. L'Ukraine, on a des témoignages d'une violence extrême. Quand je dis extrême violence, c'est que ce ne sont pas uniquement des viols, ce sont des tortures. On viole les femmes en Ukraine en leur écrasant la mâchoire à coups de marteau. Je vous dis ça, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais c'est important aussi de comprendre de quoi on parle quand on parle de violences sexuelles dans les conflits. En Ukraine aussi, et on en parlera, on a sorti un livre blanc qui est à disposition ici, où on a mis à jour le fait que les viols, et vous l'avez tout à fait rappelé, concernent les femmes et les filles en grande majorité, bien sûr, mais aussi les hommes, les enfants. En Ukraine, les 2/3 des violences sexuelles commises dans le cadre du conflit qui a démarré l'invasion à grande échelle en 2022 concernent pour les 2/3 des hommes. Les violences sexuelles sont utilisées comme une arme à part entière. Elles sont une arme d'humiliation, de terreur, de destruction, un outil de torture et d'emprise. Elles s'inscrivent dans des logiques stratégiques. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Des logiques de nettoyage ethnique en Bosnie-Herzégovine, des logiques de génocide au Rwanda, des logiques aussi de mettre à bas des opposants politiques ou des gens qu'on va considérer comme révolutionnaires ou en tout cas opposants, Libye, Syrie. Ce sont aussi des armes de constitution de génocide et de réduction d'une partie de la population à néant, et je pense notamment aux Yazidis, je pense aussi aux Tigrés.
Elles répondent aussi parfois à des intérêts économiques et territoriaux. Je pense à la République démocratique du Congo qui fait face à l'utilisation des violences sexuelles depuis plus de 30 ans, dans des modalités différentes, utilisées par l'armée, par les milices, etc. Et ce sont aussi des armes, vous l'avez tout à fait soulevé, utilisées par les groupes terroristes, les groupes non étatiques. Nous travaillons au nord-est du Nigeria sur la question de Boko Haram, où des femmes sont enlevées et sont esclaves sexuelles par les groupes Boko Haram. Des femmes sont données aussi, par exemple, aux membres de milices ou aux combattants au Soudan, par exemple. C'est-à-dire que les femmes deviennent un échange. Et évidemment, par le Hamas, on l'a vu le 7 octobre, et par Daesh, nous l'avons vu en Irak et en Syrie. Les violences sexuelles, c'est une arme, une bombe à déflagration multiple. Et vous l'avez aussi très bien rappelé. Pourquoi ? Ce matin, j'ai une interview d'une journaliste à propos de ce colloque qui m'a posé cette question. Pourquoi le viol, c'est aussi important ? Et moi, je réponds tout le temps, le viol n'est pas plus ou moins grave que n'importe quel acte de violence. Croyez-moi, j'ai ouvert des charniers en Bosnie et les gens qui ont été torturés, la douleur et la violence et l'humiliation, elle est la même. En revanche, le viol, ce qu'il a de singulier, c'est qu'il va viser non seulement la victime, mais aussi toute la famille. Il faut dire aussi que souvent, ce sont des viols qui sont commis en public. Quand je dis en public, c'est soit carrément dans les rues, et ça, je l'ai vu en Libye, mais aussi devant les familles, devant les maris quand il s'agit des femmes et des filles. Et c'est une manière de rendre complètement impuissant l'autre, la famille, le père, le frère, à avoir défendu. Donc il faut comprendre que derrière, à chaque fois, il y a cet objectif et cette déflagration multiple à aller toucher la famille, la communauté, la nation dans son entièreté. L'Ukraine, on voit très bien qu'il y a une volonté d'annihiler une nation entière. Pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui ? Parce qu'effectivement, le viol est devenu une arme systématique dans tous les conflits contemporains aujourd'hui. L'ampleur précise, on ne la connaît pas, comme vous l'avez souligné, et un des problèmes, et c'est ce sur quoi travaille We Are Not Weapon of War. Moi, je ne vous ai pas dit, mais voilà, je suis juriste et enquêtrice criminelle internationale, je travaille sur les crimes de guerre. Et pourquoi je me suis intéressée à cette question ? Parce qu'on en parlait très peu il y a 10 ans. Et pourquoi j'y mets une intention particulière d'un point de vue de la justice ? Parce qu'on a un problème, effectivement, de documentation, de recueil du témoignage et de mesure de l'ampleur de ce phénomène dans le monde. Il n'y a pas d'étude mondiale. Nous, ça fait des années qu'on demande à être financé pour faire une étude mondiale, mais aussi du mode opératoire. Mieux on va comprendre comment cet outil est utilisé, et mieux, encore une fois, on va pouvoir y répondre. Donc, malgré leur reconnaissance, comme vous l'avez dit, c'est un des crimes qui restent les plus impunis. Et c'est aussi une raison pour laquelle il est de plus en plus utilisé. Parce que vous pensez bien que quand on va tuer des gens, torturer des gens, ou les laisser pour morts, ou mettre des gens dans des charniers, comme je vous disais, j'ai travaillé pendant des années dans les Balkans à les ouvrir, il y a des corps, il y a des morts, il y a des preuves. Les viols, c'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins de preuves, il y a un silence. Le silence aussi, il est sociétal, je le répète tout le temps, parce qu'en fait, les survivantes et les survivants, ils veulent parler. Il faut mettre en place des systèmes qui soient sécurisés, qui leur permettent d'avoir suffisamment confiance pour pouvoir parler. C'est pas qu'ils veulent pas parler, c'est qu'ils veulent être rassurés. Ils veulent être assurés que leur histoire ne sortira pas ailleurs, et c'est important parce qu'il y a un effet d'humiliation et de stigmatisation immense. Donc il y a tout ici, mais il faut mettre en place ce qui est nécessaire pour pouvoir mesurer cela. Donc c'est le travail que nous faisons, et donc il est indispensable de mener un travail de documentation. Il y a beaucoup de programmes aujourd'hui qui se développent pour assister les victimes, les réparations socio-économiques, psychologiques, médicales que nous faisons. Là où il y a encore quelque chose qui manque, c'est la question de la lutte contre l'impunité. Je suis ravie de savoir que Isabelle Rome va clore ce colloque, parce que c'est un combat que nous avons en commun. Si on veut mettre fin à ce phénomène, il faut le punir à la hauteur où il doit l'être, et de faire comprendre à la société qu'on n'est pas dans du dommage collatéral, comme vous l'avez souligné, qu'on n'est pas dans quelque chose comme ça qui arrive. Non, on est dans un phénomène stratégisé et dont on a tout à fait les capacités d'arrêter. Je m'arrêterai là, parce que je crois que je ne veux pas dépasser le temps. Je voulais juste souligner qu'on avait été très fiers aussi d'avoir porté l'événement parallèle à la Commission sur le statut des femmes aux Nations Unies en mars 2024, où la France nous a choisi pour faire un colloque sur cette question. Je pense que la France est très engagée sur ces questions-là, que ce soit au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale,
du combat que portent aussi Madame Aurore Berger, Jean-Noël Barrot et bien sûr Isabelle Rome, que j'ai emmenée en Ukraine, Isabelle, pour la première fois l'année dernière. Donc c'est important. Malgré tout, et je finirai là-dessus, vous avez vu notre début d'année, nous sommes rentrés dans un monde extrêmement violent et nous le savons, et il n'y a rien de nouveau à ça. Je veux vous rappeler que voilà, le viol de guerre, et vous l'avez très bien rappelé aussi, le viol de guerre, il n'a pas de culture, il n'a pas de continent, il n'a pas de religion. Et ça, c'est important de le rappeler aussi parce qu'on peut avoir certains préjugés de se dire que dans certaines parties du monde ou une certaine partie de personnes utiliseraient plus ce phénomène que d'autres. Non. Et il suffit de regarder nous on a un plan, une carte, qui pose les choses de façon très claire. Donc souvenez-vous de ça. J'avais une survivante burundaise qui m'avait dit cette phrase: le viol de guerre n'a pas de Dieu. Et ça m'avait beaucoup marqué parce qu'au début je comprenais pas ce qu'elle voulait dire, et c'était exactement ça. Donc s'il est impossible d'accepter toute forme de violence à laquelle on fait face tous les jours dès qu'on ouvre notre télévision ou notre ordinateur et qu'on regarde ce qui se passe dans le monde, je pense que les violences sexuelles dans les conflits font partie des violences qui sont quand même impossibles à accepter, non seulement à imaginer, mais vraiment à accepter dans une société moderne. C'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut qu'on se dresse. Donc je vous invite tous et toutes à écouter les survivantes et les survivants qui parlent de plus en plus parce qu'on leur donne la place, et à tous et toutes de faire de la lutte contre le viol de guerre une obligation politique, puisqu'on est dans un environnement, une place très politique, mais une obligation politique et pas seulement morale. Et je vous remercie.